Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts de MBA MBIA. Je m'appelle Joyce, je suis étudiante de MBA Marketing Digital et Intelligence Artificielle de Devancy Executive Education. Et je prépare un mémoire sur l'arrivée de l'IA et son impact sur les métiers créatifs. L'objectif de cet entretien est de recueillir les points de vue de professionnels du secteur. Aujourd'hui, nous sommes avec Elise, qui va partager son expérience en direction artistique et nous expliquer comment elle a intégré l'IA dans son quotidien professionnel. Elise, merci pour être avec nous. Est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un peu ton parcours, comme tu as devenu directrice artistique dans la pub? Hello Joyce, je suis très contente d'être avec vous. Je vais me présenter, donc je suis directrice artistique depuis 10 ans. J'ai commencé d'abord à travailler dans des PME comme le Publicity Drugstore, qui est un concept store sur les Champs-Élysées, qui vend plusieurs gammes de produits. Je travaillais essentiellement pour l'identité visuelle du magasin, mais aussi les campagnes publicitaires pour présenter les nouveautés produits. Ensuite, j'ai travaillé pour Horace, une marque de cosmétiques masculins, essentiellement sur leur identité visuelle et leur campagne de pub également. Et après, je me suis mis à mon compte en tant que freelance pendant 5 ans, et je suis toujours actuellement freelance. Je travaille essentiellement pour des marques de cosmétiques et de parfums, je me suis spécialisée là-dedans. Ça m'arrive aussi de travailler toujours dans l'univers de la cosmétique pour le retail, l'événementiel. Donc mes projets sont essentiellement sur du brand content, des campagnes visuelles, des identités visuelles pour des marques, autant des marques pour créer des marques que de marques existantes. Euh, Élise, tu as un super parcours. Vous avez beaucoup de choses que vous avez fait et d'expériences intéressantes quand même. Mais écoute-nous, comme c'était ton processus créatif avant l'arrivée de l'IA, si tu utilisais quoi comme outil et méthode au quotidien? Dites-nous. Non, parce que j'ai l'impression maintenant que ça fait longtemps que j'utilise les outils d'IA et c'est dur de me remémorer comment je faisais avant. Alors, pour me rappeler un peu comment ça se passait avant, j'utilisais beaucoup de sites de référence. Chaque projet, en tous les cas pour chaque créatif, chaque projet, je le commence à m'inspirer avec des créateurs, des sites d'inspiration, des livres. Et mon premier objectif, c'est de présenter mes axes créatifs auprès de mon client. Donc après, à partir de ces inspirations, je crée des photomontages, des illustrations, des mood boards pour présenter au client. Hem Et pour la création c'était essentiellement pour la création de campagnes de publicitaires. Mais par exemple, pour les identités visuelles, mon processus créatif était complètement différent. Je décidais carrément de commencer à créer à partir d'un papier et d'un crayon pour essayer de prendre de la distance sur le projet et de voir les premières idées qui émergeaient, de mon imagination. Et ensuite, je l'enrichissais avec des recherches, d'inspiration également, mais je démarrais toujours par le papier et le crayon pour mettre un peu de distance, sur, mon travail créatif. Voilà. Et moi aussi, quand j'ai quelques idées, pour poser mes idées en pratique, j'utilise, un peu de tout, des numériques, mais surtout les papiers, je suis vraiment à être, les 2, mais j'adore toujours utiliser les papiers pour faire mes idées, et créer les choses. Voilà. Hem, bon. C'est à quel moment que tu as capté que l'IA commence à changer concrètement, ta façon de bosser? Et cette transition, s'est passée comment? Mmh. L'arrivée de l'IA dans mon métier, ça s'est fait de manière un peu insidieuse, tout doucement. Au début, en tant que freelance, je voyais beaucoup de missions apparaître avec, des visual artistes, Mmh. ce qui fait que ça faisait un métier à part entière. Donc j'étais curieuse de voir, comment ça allait évoluer, mais je me sentais pas concernée parce que c'était pas directement mon métier.
Mais par la suite, le premier signal d'alarme qui a commencé, c'était de voir que, petit à petit, les missions changeaient et en tant que directeur artistique, tu devais aussi manipuler l'IA. C'était un prérequis et c'est là où je me suis dit: «OK, il faut que je rentre dans le game et que je me mette à fond, pas juste regarder de loin». Et du coup, ça a commencé aussi en étant intégré à mon logiciel de mon quotidien, donc Photoshop. On pouvait voir de l'IA, des plugins IA intégrés sur Photoshop qui n'étaient pas terribles d'ailleurs, c'était pas le mieux. Mais en tout cas, ce qui a tout changé pour moi, c'est que les missions ont changé. Directeur artistique et visual artist n'étaient plus 2 métiers distincts, mais un seul et un même métier. Et du coup, j'ai compris que je n'avais pas le choix et j'ai suivi le mouvement, et je me suis mis, à apprendre l'IA tout simplement. Ouais, je pense que tu, suivi la transition a commencé, peu à peu, mais c'est vrai que pendant un moment, tout a changé rapidement et il continue à changer rapidement et c'est pour moi particulièrement, c'est un peu compliqué de suivre tout ça parce que, chaque semaine, il y a un outil différent d'IA, il y a aussi des actualisations et voilà. C'est un peu quand même difficile, mais explique-nous, comment tu as appris, heu, par toi-même à utiliser l'IA? Du coup, ça a commencé tout simplement à suivre des webinaires, à rencontrer des gens qui pouvaient l'utiliser dans mon entourage, qui me faisaient des mini formations entre amis, à regarder des tutos, des logiciels, à créer des projets fictifs pour m'entraîner parce que mine de rien, c'est un logiciel qui avait des tutos en ligne, mais c'était pas encore très vu qu'il était en mouvement constant ce logiciel, il fallait que tu apprennes par toi-même et que tu testes, tu as pas d'autre choix et du coup, ça pouvait m'arriver des fois de me former intensément pendant une semaine et d'un coup, 3 mois plus tard, tout ce que j'avais appris, n'était plus forcément, à jour comme tu pouvais dire tout à l'heure, ce qui est un peu déstabilisant, par rapport au temps de travail que j'avais alloué dessus dans mes recherches. Tu as un exemple pour nous raconter sur sa première expérience au travail en utilisant l'IA? Oui, bah, c'est vrai qu'après avoir fait mes tests de mon côté, j'ai eu mon premier client qui m'a demandé de faire un storyboard. C'était pour une marque de parfum qui allait se créer et j'avais besoin de faire une campagne, visuelle et vidéo pour eux, pour leur démarrage et le storyboard, j'aurais pu faire différemment qu'avec l'IA, mais j'ai décidé du coup de créer avec l'IA pour moi. Donc c'était vraiment un processus intéressant, donc j'ai commencé à prompter mes images, image par image et j'ai trouvé ça hyper intéressant à travailler. Après, ce n'était jamais des produits finis que je vendais, c'était juste un storyboard et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que je devais partager ces images avec, des photographes et des vidéastes et la nuance, c'est que l'IA, ce n'est pas la réalité. Pourtant, j'ai sorti des visuels très réalistes, enfin réalistes et du coup, vu que c'était un univers un peu fantasmé avec des néons, beaucoup de mouvements, il fallait voir jusqu'où la photographe ou le vidéaste pouvait aller techniquement et mettre en garde auprès du client que, ce ne serait pas exactement la même chose. Parce que parfois, en voyant une photo réaliste, ils peuvent se dire que nous allons vendre exactement le même rendu. Il faut toujours, pouvoir, mettre un point d'alerte là-dessus et c'était intéressant de voir, les limites de tout ça. OK. Ah, aujourd'hui, l'IA prend quelque place dans ton quotidien créatif? Ça t'aide à booster tes idées ou tu trouvais que ça remplace un peu, une part de ton boulot? Pour moi, l'IA ne remplace pas le processus créatif, c'est simplement un outil, un peu comme la suite Adobe et comme la suite Adobe, on a plusieurs logiciels qu'on n'utilise pas pour la même chose. Par exemple, Illustrator pour les identités visuelles, Photoshop pour des photomontages, des campagnes visuelles et c'est pareil pour l'IA. Dans mon domaine, je peux utiliser, par exemple, Midjourney pour des campagnes visuelles ou du retail, Banana également. Je vais utiliser Recraft peut-être pour, des visuels graphiques
je vais utiliser, Sora pour l'implantation d'objets dans mes créations. J'ai vraiment une IA par projet et c'est comme ça que je travaille, actuellement. Pour moi, l'IA, c'est un peu comme une suite Adobe, pour, des campagnes visuelles. Je le vois comme ça. Mais ce qui m'inquiète vraiment avec l'arrivée de l'IA, c'est plus la pression qu'il y a autour, de la création. On a cette sensation que tout va plus vite et du coup, on a tendance à demander plus et malheureusement, je trouve que ça peut desservir les campagnes visuelles et rendre des campagnes plus plates. Les gens, ils ont tendance à de ce fait-là, à réduire le temps de réflexion de la création, de moins regarder des sites d'inspiration et du coup, on a des campagnes visuelles un peu plates, moins singulières à mon sens et peut-être que la température va se renverser, mais pour l'instant, je trouve qu'on demande moins de temps dans le processus créatif. Ouais, les personnes, a besoin de comprendre que l'IA, c'est un outil pour aider, dans la création, dans comme un support mais c'est quand même important d'avoir du temps pour penser, gérer la création, créer les choses. Ces temps-là, c'est précieux. Pour moi-même, c'est les temps pour créer, c'est important. C'est pas pourquoi c'est pas parce qu'un outil, t'aide à être un peu plus loin que tu vas faire, tout rapidement. C'est pas ça, c'est un processus. Mais alors, et normalement, tu parles de l'IA à tes clients, comme un simple outil de travail ou non? Pas du tout? Donc avec mes clients, j'ai tendance à présenter, co ma méthodologie de travail. Donc je vais dire quel outil j'utilise, comment je présente mes axes créatifs et donc oui, je peux mettre en avant le fait que je travaille avec l'IA car pour certains projets, ça peut être vraiment utile et aussi ça a un côté un peu vendeur où, c'est vrai que les clients, ils aiment bien l'idée on soit à jour au niveau de l'IA pour présenter des projets. Ça vend. Est-ce que tu as de plus en plus, de demander des créations faites avec l'IA pour les marques? Oui, les demandes visuelles IA augmentent. Pour le coup, j'ai beaucoup de clients qui souhaitent, faire des campagnes visuelles uniquement en IA. Pourquoi? Tout simplement car, ça coûte beaucoup moins cher. Il y a pas les photographes à payer, ni les mannequins, ni les droits, ni les vidéastes. Du coup, on a tendance à se tourner vers l'IA et demander énormément de contenu. Et le point qui est compliqué dans tout ça, ça veut dire qu'il faut avoir vraiment de très bonnes compétences en IA, car, la le visuel doit être parfait, car ce visuel est directement, donné au client. Donc on doit avoir de très bonnes compétences en IA. Mais Mmh. là, je peux voir, c'est très récent, que la température s'est un peu inversée pour les maisons de luxe. Notamment, on peut avoir comme référence très connue Hermès, où justement ils ont tendance à revendiquer plutôt l'artisanat, l'authentique et du coup, ils vont aller à l'encontre de l'IA pour, continuer à tourner avec des shootings photos, des vrais humains et du coup, c'est une manière de revendiquer, l'authenticité et de donner, une image de marque, de luxe, tout simplement, à mon sens et ça devient un argument marketing à part entière. Et l'IA, ça soulevait pas mal de questions autour de la propriété intellectuelle. En tant que DA, tu gérais ça comment la question des droits d'auteur, sur des visuels générés ou aidés par IA? Pour moi, c'est une vraie question. La propriété intellectuelle avec l'IA, elle est pas encore bien définie. On a vraiment une zone de flou. Moi, éthiquement, c'est vrai que je remets beaucoup en question l'IA. Je suis, beaucoup d'illustrateurs, de créatifs et je vois des choses, assez, folles par rapport à ça. Par exemple, une illustratrice qui a pu voir son travail plagié par quelqu'un qui a tout simplement mis dans son prompt: «Dessiner exactement comme
comme Dafalca, par exemple, tel artiste et avoir une illustration quasi identique avec seulement deux trois symboles qui changent pour que la propriété ne soit plus à Dafalca. Moi, je trouve ça vraiment fou et déjà rien que le fait qu'on puisse mettre sur le prompt, imiter le style graphique de tel artiste, je trouve ça complètement, éthiquement parlant, je trouve ça pas normal, clairement. Et c'est vrai que là, on peut voir que c'est en train de bouger juridiquement parlant. On a vu aussi, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais que Disney et Universal ont attaqué Midjourney parce qu'on peut reprendre des personnages, de leur groupe tels que Dark Vador, les Mignons et cetera et les générer par un simple prompt. Et c'est vrai que comme c'est des grandes entreprises qui attaquent Midjourney, peut-être qu'il va y avoir des résultats par la suite et que les choses vont bouger, changer et pour le mieux, je pense. Mais en tout cas, ça va encore une fois tout tous nous obliger à revoir notre manière d'utiliser l'IA. On est dans un flou total, on apprend chaque jour et on se réadapte chaque jour dans notre processus créatif de ce fait-là. En gros, on est en train d'écrire les modes d'emploi en plein vol, je pense. Mais une chose est sûre, l'IA peut imiter un style, mais elle ne remplacera jamais une démarche artistique unique. C'est mon avis sur ça. Nous avons déjà à la fin de cet épisode. Un grand merci à Elise d'avoir partagé son expérience, son parcours et sa vision de l'IA dans son quotidien professionnel. Merci encore pour cet échange passionnant, Elise. C'était un plaisir de partager, mon expérience avec vous et ça m'a aussi permis de poser un peu comment je ressentais l'IA dans mon travail et de le dire à l'oral. Ça m'a fait réaliser, l'ampleur de tout ça et je suis très contente et si un jour tu veux refaire un podcast, c'est avec plaisir. Voilà.